Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle et de cette crise du secteur des logiciels que certains analystes ont baptisé le SaaSpocalypse ou le SaaSmageddon, terme que j'ai déjà beaucoup utilisé dans l'émission, donc je vous l'épargne en bandeau, en tout cas, de cette interview. Abdoullah Sardi est à mes côtés pour en parler, gérant chez Amplégest. Vous gérez le fonds Digital Leader chez Amplégest. Bonsoir Abdoullah. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. L'histoire n'est pas tout à fait nouvelle, hein. Ça fait déjà des trimestres tout au long de 2025 que le marché s'est focalisé de manière assez obsessionnelle sur les losers de l'IA, identifiant ce secteur des logiciels comme étant une victime principale. Cette vue un peu obsessionnelle s'est renforcée encore il y a une dizaine de jours avec la sortie de nouvelles fonctionnalités dans un des derniers modèles d'Anthropic. J'allais dire, en attendant les prochains modèles et les prochaines fonctionnalités qui vont pas manquer d'arriver. Que penser de cette logique de marché qui dure quand même mois après mois, trimestre après trimestre, Abdoullah ? Et est-ce qu'effectivement, c'est la fin programmée à horizon de quelques années de ces modèles de boîtes de logiciels et de ces modèles SaaS ? C'est une vraie question. Faut dire que le début du de-rating du software a commencé à partir du mois de septembre, donc dès le lancement des derniers modèles d'Anthropic, le marché s'est rendu compte, en tout cas les spécialistes se sont rendus compte qu'il y avait des avancées assez majeures en termes de compréhension de l'écosystème, etc. Et là, ça s'accélère vraiment avec les derniers modèles qui viennent de sortir, et surtout le fait d'avoir quasiment un début d'agent, il y en a qui disent qu'on commence à avoir en fait des débuts d'AGI, mais je ne suis pas d'accord. Mais donc voilà, on a des modèles qui poussent. L'intelligence artificielle générale, hein, c'est ça. Oui, c'est-à-dire un modèle qui comprend vraiment, qui fait mieux que l'humain et qui comprend son écosystème et qui a une maîtrise totale des outils et qui arrive à innover au-delà de ce que peut faire un humain. On n'y est pas, mais on a des modèles qui comprennent les logiciels, un spreadsheet Excel, un Photoshop, et donc qui arrivent à utiliser l'outil tout seul. Et on en vient à se poser la question. Quid des SaaS si on demande à un Anthropic ou à un Claude de créer un add-on Internet avec une connexion à un moteur de paiement ou un système de paiement en API, un connecteur, c'est Shopify. Donc quid de Shopify ? Si on arrive à le connecter à un gestionnaire de CRM et de le connecter directement à une base de données, ça fait un HubSpot. Et donc on en vient à se poser la question, quid de la barrière à l'entrée ? Quid on va dire, de chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés-là ? Est-ce qu'il y aura une remise en question de leur hégémonie ? Donc voilà. Ça, c'est la question de fond, effectivement. Jusqu'où on est allé dans cette logique ? C'est-à-dire, quand vous regardez les valorisations, par exemple, du secteur des logiciels, est-ce que c'est déjà est-ce qu'on est déjà dans une forme d'excès, ou est-ce qu'on est encore dans une phase de price discovery, de découverte du juste prix, de la bonne valorisation de ce secteur face à une concurrence qui n'existait pas il y a encore quelques mois ou quelques années ? Là, c'est la vraie question. Donc, jusqu'où ça peut aller ? Qui sont les acteurs qui sont réellement remis en question ? Ouais. Et donc, le software, c'est vraiment galvaudé. Il y a plusieurs sous-segments du software. Et il faut les scinder. Pour savoir qui est remis en question, il faut les scinder. Donc, il y a la cybersécurité. Ce n'est pas remis en question. Donc, le thème qui revient à chaque fois, c'est le vibe coding. Donc, on demande un logiciel, on va dire, un agent on imagine le logiciel et l'agent nous le vibe code. C'est-à-dire qu'il fait le code tout seul et connecte. Aujourd'hui, il est quasi impossible pour nous d'imaginer au fait que la cybersécurité soit vibe codée parce qu'il y a trop de risques. Un agent peut injecter une ligne de code qu'on ne voit pas et ouvrir en fait une porte dérobée, c'est pas possible. Mais le software a subi une remise en question et s'est vu d'irriter. Il y a les ERP, donc SAP par exemple, qui pour nous, en fait, de par le fait que ça soit une plateforme et que c'est en fait le système nerveux d'une entreprise, ça prend 2 ans à 5 ans pour intégrer une solution SAP. Je vois pas les CEO des entreprises se dire je vais vibe coder SAP. Par contre, dans les outils de productivité, si c'est juste une interface qui est derrière, il y a une petite base de données qui est créée, lue et réécrite, là il y a une vraie question. Et c'est pour ça que quand il y a généralement un sell-off, c'est plus les logiciels à faible valeur ajoutée, productivité, interface qui baissent plus, et les ERP
et la cybersécurité qui elle résiste mieux. Mais on le voit, par exemple, Datadog aujourd'hui, qui est une société d'observabilité, on peut dire qu'aujourd'hui, l'observabilité, c'est quoi? C'est on surveille que tout se passe bien sur le data center, on a des logs, si jamais il y a un logiciel qui tombe ou si jamais il y a une incursion, on fait attention. Ouais. Bah là, elle a une accélération du chiffre d'affaires. Ce que je disais la dernière fois, c'est que le CEO de Microsoft, Satya Nadella, a dit que l'observabilité, c'était un peu le nerf de la guerre pour l'implémentation des IA, parce qu'il va falloir faire vraiment attention à ce qu'elles font au sein des infrastructures. Donc ça se voit, par exemple, aujourd'hui. Donc, faut se poser les bonnes questions. Il y a des parties qui sont pas remis en question, mais par contre, il y a un de-rating, donc il faut les regarder, il faut peut-être les renforcer dans une logique de gestion de portefeuille. D'un autre côté, il y a vraiment certains acteurs où on se pose vraiment des questions et les barrières à l'entrée disparaissent. Ouais. Exemple, vous disiez Shopify, HubSpot, Salesforce, Adobe, même si on était amené à croire que les algorithmes de création 3D, de modification de photos, il y avait de l'IP derrière. Mais aujourd'hui, on a un Nano Banana, par exemple, qui est juste exceptionnel. On a des outils, maintenant, l'agent nous crée des interfaces, et on a une réplique d'Adobe avec des IA qui sont très puissantes et qui répliquent la réalité. Je parle de Nano Banana pour la photo, mais il y a la même chose pour de la vidéo, et ça fait vraiment réfléchir. Donc on comprend, il y a forcément de l'excès, parce que le marché aujourd'hui, je ne parle pas des performances, mais le marché aujourd'hui, il balance, il vend, il se pose la question après. Généralement, quand on regarde des long shorts, ou des hedge, ou des CTA, la partie software, c'est du financement pour acheter de l'infra et des semi-conducteurs. Donc il y a un delta de performance de 80% sur un an. Et des multiples qui convergent, alors que le software se payait beaucoup plus cher. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Et c'est vrai qu'on pensait quand même qu'à un moment, le marché allait switcher ou basculer du thème IA infra, hardware, puce, memory, tout ce qui continue de bien se tenir, vers justement la partie plus soft, users, etc. Bon, on voit plutôt que c'est l'inverse, c'est-à-dire que le trade se tend encore un peu plus, quoi. C'est vrai. On avait commencé, on va dire, l'année dernière en se disant que on a investi dans l'infra, et donc la partie plateforme, la séquence logique, bien sûr. D'un côté, ça s'est passé, mais sur certains acteurs. Snowflake, on voit une accélération du chiffre d'affaires. Datadog. Donc, Snowflake, c'est parce qu'il sert à centraliser les bases de données, les retravailler, leur donner de la logique pour faire du reinforcement learning, donc augmenter les connaissances des modèles. Donc, quand on a une interaction directe avec les laboratoires de frontières, ou une interaction directe pour développer des IA en interne, directement, donc on a une interaction avec les modèles, ça fonctionne. Quand on surveille les modèles, ça fonctionne. Mais quand on est juste dans la partie applicative, c'est plus difficile. Donc, il faut faire du stock picking. Ça devient, c'est vraiment du sur-mesure. Chaque cas d'entreprise peut être différent face au risque de disruption de l'IA. Question aussi sur ces entreprises qui gèrent et qui accumulent beaucoup de données. On a beaucoup parlé du côté legal, parce que la fonctionnalité de Claude, justement, permettait de mettre en place des potentiels concurrents de sociétés de gestion de données légales. Je pense à une boîte comme Relix au Royaume-Uni, notamment, qui est très connue pour ça, même si la partie légale est une petite partie de leur activité. Je me dis que des boîtes qui ont quand même des données et des historiques de données, parfois remontant sur 100 ans et plus, mais ça doit se valoriser, justement. Ça doit être... c'est quand même, à un moment, une partie de la valeur aussi de ce que les modèles vont pouvoir donner derrière, non ? C'est super intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut prendre Wolters Kluwer. Oui, ou Wolters Kluwer, Pays-Bas. On va sur ça. On était amené à croire que ils ont la meilleure base de données de médecine, etc. Sauf que, encore une fois, si on peut demander à un agent de créer la même base de données avec des données publiques, médicales, il a la capacité ces données-là, elles sont en accès libre. Il y a certaines données qui sont en accès libre. Ce qui fait que... Ils n'ont pas de protection de leurs données les plus valuables, les plus valables. Alors, quand on parle à Wolters Kluwer, ce qu'ils disent, c'est que malgré le fait qu'il y ait des données en libre service, leur curation est exceptionnelle. Oui. Donc, mais le fait est que le marché adressable, là où un médecin, au lieu de faire 100% de son flux vers Wolters et que ça lui coûte, je dis n'importe quoi, 100,
il va faire la moitié sur du open source qui lui coûte moins cher. Et quand il a vraiment une hésitation, il a besoin de certitude, il se dirige vers Vultr. Mais ça, on peut l'appliquer au legal. Chaque domaine qui est bien cadré avec une jurisprudence open source, la question se pose. Comment on est présent sur ce thème du digital, avec toutes ces incertitudes, ces grands points d'interrogation qui existent encore? Comment on gère ce risque-là dans un portefeuille, dans un fonds et dans une stratégie dédiée à ce thème-là aujourd'hui, Abdullah? Comment on le gère? On est d'abord exposé sur l'infra. Ouais. Donc c'est un hedge naturel, on va dire. On a vu que les chiffres sur le début d'année étaient vraiment exceptionnels. Les mémoires, les équipementiers, en fait, les mémoires, on comprend que c'est le fait que le contexte Windows, donc la partie live, notre discussion en live avec l'agent doit rester, ne cesse d'augmenter et fluide. Et donc, pour qu'elle reste fluide, on a besoin de mémoire. Et on fait du stock picking. Vraiment, on fait attention sur la partie applicative. On sort toutes les sociétés qui sont juste dans l'amélioration de productivité, interface, plus d'Adobe. On réfléchit, plus d'Adobe, plus de HubSpot, plus de Shopify. Et on essaie vraiment d'être sur les sociétés à forte valeur ajoutée. La cybersécurité, pour moi, il y a un problème. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu le cas d'un agent libre-service OpenClaw. Donc, c'est un agent libre-service connecté au modèle qu'on veut. Et il peut se connecter à toutes les bases de données et gérer notre agenda, prendre des rendez-vous pour nous. Et l'ouverture de cet agent a montré que c'était hyper dangereux. C'est-à-dire que on peut injecter des codes pour une entreprise. Et donc, la cybersécurité et la complexification. C'était un point de fragilité de leur système. Ça s'est vu. C'est très bien. Donc, là, ça montre que la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Et on privilégie les softwares qui sont plateformes, comme les ERP, comme un SAP, comme un ServiceNow. Et c'est ce genre d'acteurs-là qu'on privilégie. Merci beaucoup, Abdullah, de nous aider à suivre l'histoire de l'IA qui va quand même très très vite. Chaque jour, il se passe évidemment des choses nouvelles, on va le dire, dans ce domaine. Abdullah Sardi, gérant chez Amplégès, qui était notre invité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.